On va commencer avec une conférence qui est un petit peu différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent, puisque on a une bonne nouvelle à vous annoncer. L'Université de Poitiers, et en particulier son pôle faculté de sciences économiques, va lancer un master en économie de la santé. Et donc, un master où on aura à la fois des professionnels de santé, mais aussi les partenaires de la MIMS qui viendront faire des formations. Donc, sans en dire plus, Cornel, je vous laisse présenter le sujet. Merci beaucoup, Olivier. Je me permets juste de mettre debout pour avoir un peu plus de liberté. Donc, je suis Cornel Ross, donc professeur en économie à l'Université de Poitiers et plus spécifiquement à la faculté de sciences économiques de l'Université de Poitiers. Je suis le co-directeur de la faculté et également je suis le responsable du laboratoire d'économie de l'Université de Poitiers, le CRIF, donc le Centre de recherche sur l'intégration économique et financière. Donc avant toute chose, je tiens à remercier vivement les organisateurs, et particulièrement Olivier, de nous avoir donné la possibilité d'être là sur ces 2 jours. C'est important pour nous. On se faisait la réflexion tout à l'heure quand je pense qu'on est les seuls, a priori, universitaires de l'événement. Donc on passe un peu pour les ovnis de l'événement, mais on pense que c'est très important pour que l'université puisse être représentée. On est très sensible à la problématique et également nous sommes persuadés que l'université et les économistes en particulier peuvent et doivent jouer un rôle dans ce processus de création de valeur par le biais de l'innovation en santé. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'environnement de l'Université de Poitiers, surtout pour les personnes qui ne viennent pas de Poitiers. Donc, l'Université de Poitiers, c'est l'une des plus anciennes de France, créée en 1431. Université pluridisciplinaire, c'est-à-dire toutes les disciplines y sont représentées, sciences humaines et sociales, sciences fondamentales et appliquées, sciences juridiques, sciences pour l'ingénieur, etc. Et elle a une particularité majeure, donc l'Université de Poitiers est la ville de Poitiers, parce que Poitiers, c'est la première ville en France au niveau du rapport étudiants, nombre d'habitants. Tout ça pour dire le poids de l'université dans le territoire. Et effectivement, c'est une ville qui, la dynamique sociale et économique de la ville est clairement impulsée par l'université. Et hier, la présidente du Grand Poitiers évoquait le fait que l'université et le CHU étaient de loin les 2 plus gros employeurs du département. Donc effectivement, l'université, c'est une institution très structurante de la dynamique du territoire. Donc 30 000 étudiants avec une ouverture à l'international particulièrement forte. Nous avons aussi 1000 enseignants-chercheurs, 14 facultés et instituts. Aussi une dynamique de recherche très forte, sur plus de 1000 étudiants par an, doctorants par an, avec à peu près 200 soutenances de thèse et 37 laboratoires de recherche. Donc au-delà des chiffres, le message que je veux transmettre par ces informations, c'est toute la force en termes de recherche et de formation également à l'Université de Poitiers, toutes disciplines confondues, et on sait à quel point la formation et la recherche et l'articulation entre les deux sont les piliers de toute dynamique d'innovation, et quels que soient les domaines. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, la présence de l'université dans une dynamique de réflexion sur un processus d'innovation, elle est essentielle, elle est déterminante. Et si on descend un petit peu à un niveau plus spécifique de la faculté de sciences économiques, donc pareil, nous sommes sur environ 800 étudiants à tous les niveaux de formation, donc licence, master et doctorat, avec également une ouverture à l'international particulièrement forte, des équipes d'enseignants-chercheurs, une petite trentaine, et surtout une spécificité très forte, ça fait partie de notre ADN, ça explique aussi notre présence ici. On est très ouvert vers le monde de l'entreprise, par le biais de nos formations et aussi par le biais de nos recherches, je vais vous en parler tout à l'heure, puisqu'une proportion importante de nos interventions sont réalisées par les professionnels et surtout au niveau master, bien évidemment, parce que nos masters sont résolument professionnalisants et sont co-construits en partie avec les professionnels en tenant compte des besoins qui émanent de ces réalités socio-économiques. Et en termes de recherche, donc le centre de recherche, le laboratoire, c'est l'entité en fait qui regroupe l'ensemble des économistes, enseignants-chercheurs de l'université, donc pas uniquement de la faculté de sciences économiques, donc une trentaine de chercheurs titulaires,
avec une quinzaine de chercheurs associés. Donc le côté associé fait référence à des collègues qui sont actifs à l'étranger, qui sont en poste à l'étranger, mais qui travaillent d'une manière très structurante avec nos équipes, et aussi des chercheurs qui ont fait leur parcours de thèse, notamment à Poitiers, et qui aujourd'hui sont en poste ailleurs, et qui restent quand même encore très liés aux thématiques de recherche développées au sein de notre laboratoire. Et également une dynamique doctorale très marquée, et pareil, vous allez voir tout à l'heure, très ancrée dans les réalités socio-économiques du territoire en particulier. Si on va un petit peu plus loin sur la structuration de nos activités, hein, donc en 2 mots, pareil, pour vous donner une image de notre fonctionnement. Donc, on est sur une faculté de sciences économiques, donc UFR, donc l'unité de formation et de recherche. Hein, c'est la spécificité d'une université, c'est que on fait de l'enseignement et on fait de la recherche en même temps. Et la force et la spécificité majeure d'une formation à l'université, c'est l'articulation, encore une fois, et toutes les énergies qui émanent de cette articulation entre le côté formation et le côté recherche. Donc une licence en économie-gestion hein, sur les 3 années. Un petit aparté, une parenthèse rapide sur la première année de licence en économie qui est ouverte depuis 2 ans à ce qu'on appelle les LAS. Donc c'est les licences accès santé. Je me permets de faire cette parenthèse parce que ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. C'est un dispositif innovant. Donc l'Université de Poitiers innove aussi sur les mécaniques d'organisation. Donc licence accès santé, c'est que à Poitiers, je pense qu'on est 2-3 universités en France seulement qui ont mis en place ce dispositif. C'est que les étudiants qui veulent avoir accès à des études de santé sont obligés d'avoir un parcours double entre un parcours en santé standard et un parcours disciplinaire dans une composante à l'intérieur d'une université. Donc à Poitiers, nous sommes 14 licences de première année en fait, qui proposent des parcours accès santé, c'est-à-dire les étudiants doivent suivre un bloc disciplinaire dans la composante spécifique, hein, donc, chez nous en économie. L'intérêt, il est double, c'est qu'effectivement, ça permet aux futurs médecins d'avoir une vision un peu plus large hein, et peut-être plus de recul dans leur réflexion. Et c'est aussi un avantage pour les étudiants qui échouent hein, à ce fameux concours de médecine, pour leur donner une deuxième chance et surtout une reconversion par le haut, et non pas par un biais d'échec, comme c'était le cas malheureusement assez souvent, et trop souvent, lorsque le concours de médecine n'est pas réussi. Et après, donc, on monte un petit peu, nous avons 2 masters hein, aujourd'hui, donc un master en finance, puisqu'on a encore cette articulation en formation-recherche, donc nous avons un axe historique au niveau du laboratoire qui porte sur des problématiques de finance et d'assurance, donc un master adossé à cette formation. Et nous avons aujourd'hui donc un master qui porte plus sur des problématiques d'économie d'entreprise. Et là, c'est là où j'ai marqué ça en rouge hein, pour insister un petit peu sur la démarche. On va changer cette formation parce que, j'évoquais tout à l'heure cet ancrage dans les réalités socio-économiques. Nous avons constaté qu'il y a des besoins marquants en santé. Et nous, on travaille déjà au niveau du laboratoire sur des problématiques de santé depuis une petite dizaine d'années. Et naturellement, et aussi par la force des choses, c'est qu'on a recruté aussi au niveau de notre laboratoire des ressources en économie de la santé. Donc naturellement, on se dirige vers une formation qui porte sur l'évaluation des politiques économiques appliquées entre autres hein, au domaine de la santé. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais encore une fois, le message fort hein, de ces diapos, c'est cette volonté de travailler en articulation entre ce qu'on peut réaliser en termes de recherche, à la fois à l'Université de Poitiers, mais aussi avec nos partenaires internationaux, et les aspects qu'on peut développer en formation. Et c'est cette articulation en fait, qui fait la force et peut-être la spécificité aussi de notre formation, parce qu'elle est très réactive, et on essaye, ça va être aussi l'occasion certainement d'en discuter à la fin, notre capacité à prendre en considération l'évolution de l'écosystème pour l'adapter, plutôt adapter nos formations en fonction de cette évolution. Donc si on revient un peu plus en détail sur ce master hein, qui va ouvrir à la rentrée 2022, donc en septembre 2022. Donc nous sommes sur des compétences d'évaluation de politique économique hein, qui peuvent être bien évidemment déclenchées soit par les autorités publiques, mais également par les entreprises. Donc on est sur bien évidemment une approche économique d'analyse et d'interprétation de ces politiques dans un contexte, dans un environnement économique particulier, à des domaines particuliers, comme c'est le cas bien évidemment de la santé.
avec des compétences fortes que nous allons développer sur des outils, des techniques, que ce soit quantitatives, qualitatives, pour mesurer cet impact des politiques, à la fois publiques et privées, dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est le côté purement évaluation, mais aussi, nous avons constaté en discutant avec beaucoup d'acteurs socio-économiques qu'il y a des besoins très importants sur l'ensemble du processus d'évaluation, c'est-à-dire à la fois l'amont de l'analyse évaluative technique, c'est-à-dire comprendre le contexte, comprendre la problématique d'une démarche d'évaluation, et après, effectivement, une fois l'évaluation réalisée, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir orienter la décision selon les résultats du processus d'évaluation et bien évidemment en tenant compte d'une manière très explicite du contexte et de la problématique qui a orienté ce processus d'évaluation. Donc on est sur une logique d'évaluation intégrée, plus grande, plus large, qui ne veut pas d'une manière très volontaire axer la démarche uniquement sur la partie évaluation pure. On veut avoir une vision un peu plus large qui intègre l'ensemble de la chaîne du processus d'évaluation. On pourra bien évidemment revenir plus en détail sur des questions. Bien évidemment, donc on garde cet esprit d'ouverture vers le milieu socio-économique, puisqu'on va garder cette idée de professionnalisation très marquée de la formation, puisqu'on compte avoir environ 50% des interventions par des professionnels, et surtout en deuxième année du master, on va se situer, je pense, quelque part autour de 70-80% de ces interventions. Donc du coup, d'une manière très concrète et pragmatique, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Donc on peut vous proposer donc à la fois des compétences pour nos étudiants qui pourront alimenter vos réflexions en entreprise par le biais des stages de 4, de 6 mois. Et on peut aussi, on est très sensible à vous proposer des interventions dans cette formation, que ce soit sous forme de cours plus ou moins magistraux, et surtout on travaille beaucoup en binôme avec nos collègues académiques. Bien évidemment, l'animation de conférences métiers. Donc là, on est sur un sujet sociétal très marqué, très actuel, et l'expertise opérationnelle d'un intervenant du terrain sera très importante pour éclaircir et compléter les débats et les regards qui peuvent être proposés par les universitaires sur des problématiques de ce type. Et après, on peut aussi avoir la possibilité de travailler avec vous en mode projet, c'est-à-dire si vous avez une problématique qui vous intéresse, on peut la travailler à l'université dans le cadre de projets d'études qui se font à l'intérieur des matières, des cours, avec pareil un copilotage entre le tuteur dit professionnel d'entreprise et le tuteur académique. Pareil pour réaliser cette convergence, cette complémentarité dans le regard qui est très importante, qui est vitale pour que l'innovation, le métissage puisse être développé. Et pareil, 2 mots rapidement sur la recherche, parce qu'encore une fois, la force de nos formations réside dans notre capacité à produire des recherches et aussi à être toujours réactif à l'évolution des savoirs scientifiques dans un domaine. Donc on est sur un travail de recherche qui se fait d'une manière un peu standard, fondamentale comme dans toute université, par des chercheurs, mais on a une spécificité majeure, c'est que nos recherches sont orientées et sont ancrées dans des écosystèmes très particuliers, et nos recherches s'intéressent à des problématiques sociétales très très marquées et très spécifiques. Donc quelques exemples très rapidement. Donc juste, on a pris les exemples bien sûr qui touchent un peu à la santé, les exemples les plus récents. Donc on travaille beaucoup au sein du laboratoire sur des problématiques de dépendance, de prise en charge de la dépendance. Donc à la fois sur les mécanismes qui peuvent orienter le partage des responsabilités entre État comme financeur principal de la dépendance, mais aussi les marchés de l'assurance privée, qui sont très très peu présents malheureusement sur ce risque en France, mais aussi à l'étranger. Et également une dimension très très forte dans tout ce qui est aide informelle. Donc l'idée, c'est de voir quel dispositif et quel type de convergence dans les efforts de ces 3 acteurs pour un financement de la dépendance soutenable et surtout équitable. Et donc c'est la première problématique forte de ce travail sur la dépendance. Et deuxième problématique très importante aussi, encore plus appliquée, c'est sur le bien-être des personnes dépendantes, mais aussi des personnes qui aident ces personnes dépendantes, puisque très souvent en France, on associe bien-être à tout ce qui est indicateur de santé pure,
santé mentale ou santé physique, alors que surtout pour des problématiques comme ça, hein, qui touchent aussi le vieillissement, la perception de vieillissement et surtout les relations familiales, le bien-être doit être construit de manière beaucoup plus large, en intégrant aussi des indicateurs psychologiques, de qualité de vie, de perception de la vie, du risque, etc. Donc là, il y a un travail colossal à faire. Et pareil, le regard des entreprises et des professionnels de santé nous sera vital, très important pour qu'on puisse approcher ce sujet d'une manière équilibrée. On travaille également sur les accidents domestiques. Donc là, on a un partenaire qui s'appelle Calixis à New York. C'est une maison du risque qui fait des simulations sur des problématiques très spécifiques de risque. Donc notre rôle a été de construire, de déterminer le profil des personnes exposées au risque de chute, et au risque domestique de manière générale, mais plus particulièrement au risque de chute, pour identifier donc ces profils et après orienter la décision publique dans un volet de prévention pour essayer de limiter ces risques et surtout leur intensité pour des personnes âgées. Et là, on travaille aussi sur une problématique qui touche au rôle des objets connectés dans ce volet de prévention. Donc là aussi, la dimension start-up sur la conception et l'application, la mise en application de ces objets connectés peut avoir un rôle important dans l'orientation de nos recherches. Et après, bon, juste un exemple, on travaille aussi avec un partenariat de co-direction de thèse avec des structures. Donc là, on a pris l'exemple de la SCOR, donc le réassureur très bien connu mondialement. Et on travaille sur une analyse du rôle des intermédiaires d'assurance, sur l'évolution de la perception du risque et surtout sur l'évolution des risques dans les portefeuilles d'assureurs. Donc c'était juste un exemple pour montrer qu'on est sur des dispositifs de co-direction avec le monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui se fait très souvent dans les sciences dites dures, qui est moins présent dans les sciences sociales. Et c'est aussi une spécificité forte de notre faculté, de notre laboratoire, encore une fois, de toujours essayer de s'enrichir des expériences et des compétences qui sont à l'extérieur de nos murs et de notre cadre purement universitaire. Donc pareil, d'une manière très concrète et pragmatique, sur les collaborations possibles, c'est qu'en termes de recherche, nous pouvons, au niveau du laboratoire, vous proposer une expertise scientifique sur des projets d'évaluation dans le domaine de politique économique. On peut aussi travailler ensemble en mode partenariat pour monter des projets de recherche ou, si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur les objets connectés, on peut avoir intérêt ensemble de lancer un projet sur le rôle des objets connectés dans une démarche de prévention sur les accidents, par exemple, de la vie courante. Et là, on peut demander des financements ensemble parce qu'effectivement, il y a un côté opérationnel, un côté appliqué, voire une possibilité d'innovation sur des projets très spécifiques qui accompagnent ce volet préventif sur cette question d'accidents domestiques. Et puis, bien évidemment, on peut imaginer d'autres types de dispositifs, de partenariats sur des thèses en cofinancement, dispositifs de 6 francs, pareil, qui sont très, très souvent utilisés dans les sciences dures, mais qui sont, à mon sens, pas assez mobilisés en économie, dans les sciences sociales au sens plus large. Donc voilà très rapidement mon intervention. On a plein de questions quand même. On a plein de questions à te poser. Ah d'accord. Il nous reste peu de temps, parce que je pense que ça va intéresser vos gens. Pour parler dans notre actualité très concrète, la MIMS a 3 piliers sur lesquels elle se construit. L'innovation, c'est une évidence. L'expertise est une évidence aussi. Et la formation, c'est essentiel parce qu'il faut mettre en application tout ce que nous voulons préconiser. Et moi, je suis très heureux puisque cette discussion, on l'a depuis quelques mois, qu'il y ait ce partenariat entre l'Université de Poitiers et la MIMS sur ce master. Je rappelle aussi, pour information, c'est qu'il y a 8 ans, j'avais emmené une délégation de l'Université de Poitiers à Houston. Et il y a toujours un conducteur dans ce que nous faisons. Et il y a un partenariat entre Houston University et donc l'Université de Poitiers. Et ce partenariat court toujours, puisque j'ai interrogé mes homologues à Houston il y a 15 jours pour préparer cette manifestation.
Ce qui veut dire que très, très concrètement, pour que tout le monde comprenne bien ce que nous allons construire et ce qui est construit, puisque ouverture 1er septembre, hein, donc, et communication à partir du mois de mars. Hein, je ne dis pas de bêtises, Benjamin Cornel. Exactement. Et je pense que là, vous allez avoir des questions. Un master économie de la santé, avec beaucoup d'interventions de professionnels. Et le contrat moral que nous avons passé ensemble, c'est effectivement que les partenaires de la MIMS puissent venir faire part de leur expérience auprès des étudiants de master dès le mois de septembre, et c'est ce qui sera fait. On est bien d'accord là-dessus. Deuxième possibilité, et là je m'adresse aux organisations médicales, c'est que nous aurons la possibilité d'avoir des modules de formation, alors peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est ce à quoi vous travaillez aujourd'hui, qui pourront être ouverts à des médecins libéraux, généralistes ou spécialistes dans le domaine de l'économie de la santé, voire même mettre en place pour l'ouverture de 2024 un DU qui pourrait leur être ouvert. Nous sommes bien d'accord sur ce contrat-là. Et parce que c'est très important, ça veut dire que à partir du mois de mars où vous allez communiquer sur la maquette des cours, ça veut donc dire que les Sanofi, les Withings, les Medavis, Doctolib et autres consorts, CSMF, vont se faire les promoteurs de ce DU de manière à ce que les étudiants de l'Hexagone soient informés sur ce qui se passe à Poitiers et puis sur ce partenariat qui est en train de se mettre en place entre l'association et l'université. Et derrière aussi, ce qui est très important, c'est qu'il faut que nous mobilisions les meilleurs les meilleurs et les plus pédagogues de nos partenaires, de manière à ce que les formations soient des formations d'excellence et qu'au fur et à mesure, nous ne fassions qu'enrichir ce master. Et puis derrière, possibilité, nous sommes bien d'accord, soit avec les nouvelles technologies, soit, puisque nous aurons des locaux rénovés à partir d'octobre 2022, qu'on puisse décentraliser quelques cours en région parisienne. Je pense en particulier pour nos médecins spécialistes et généralistes qui c'est plus facile pour eux de venir à Paris que de venir à Poitiers, et de manière à ce qu'on puisse décentraliser ça. Et nous aurons rue de Tocqueville, à partir du mois d'octobre, des locaux parfaitement adaptés, 1600 mètres carrés, qui vont devenir, ça va devenir la maison de l'excellence de la médecine libérale. Donc ça, c'est le décor que nous faisons. Après, nous allons avoir d'autres voyages à Houston, et j'espère aussi que nous aurons des formations avec les partenaires de l'Université de Houston. Donc voilà ce projet. C'est un projet qui démarre très vite. Donc moi j'aime beaucoup cette réactivité. Merci à l'Université de Poitiers d'avoir répondu à cette attente. Et écoutez, maintenant on prend vos questions, parce que je pense que c'est très novateur ce qui est en train de se passer. Vraiment très novateur. Profiter de Benjamin et Cornel pour les questions. C'est toujours la première question qui pose problème, on l'a vu hier aussi, donc c'est logique. Oui, Patrick. Micro derrière, Patrick. Patrick Assiag, président des cardiologues de l'Île-de-France, entre autres. Je ne vous cache pas que votre initiative me plaît beaucoup, pas seulement en tant que cardiologue, mais en tant que médecin de la CSMF, parce qu'on a besoin de s'ouvrir un peu vers l'extérieur. On a un métier très cloisonné, bien que l'objectif, c'est de décloisonner la ville et l'hôpital. Donc on est cloisonné dans nos cabinets, dans nos structures d'exercice, on va dire coordonnées actuellement, parce que c'est très à la mode. Et on aimerait savoir quelles vont être les relations qu'on va avoir avec l'université et quelle va être l'ouverture que vous allez nous proposer, parce qu'on est très demandeurs en fait. On est très demandeurs d'ouverture, on a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Les gens sont les patients sont très demandeurs d'informations. Vous êtes très demandeurs de notre expertise, nous on est demandeurs de travailler ensemble. Quel va être le business plan que vous nous proposez? En fait, justement, l'intérêt, c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table et voir quels sont nos besoins spécifiques et quelle complémentarité dans ces besoins pour créer ce business plan éventuellement ensemble. Mais d'une manière très, très générale,
C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut partir de la situation la plus basique, c'est que les professionnels de santé alimentent les formations. Et surtout, nous, on peut aussi constituer ensemble des formations pour ces professionnels de santé sur la dimension économique de la santé. Et cette construction peut se faire en 2 temps. Donc, on peut le faire très rapidement, éventuellement, donc par rapport aux maquettes qui existent déjà, en tout cas, qui seront à disposition pour septembre 2022. Donc, les professionnels de santé peuvent venir piocher des interventions en auditeur libre, par exemple, dans nos maquettes, dans nos cours. Et dans le 2e temps, on construit ensemble des modules de formation qui s'appuient bien évidemment sur ces maquettes existantes, mais on peut les ajuster un petit peu pour créer ensemble une offre de formation spécifique pour les professionnels de santé en tenant compte de leurs besoins. Donc, encore une fois, au-delà des cours à la carte, hein, ce qu'on propose, c'est de travailler ensemble et de construire ensemble des modules de formation qui font sens par rapport à vos besoins. Et c'est là où nous, on considère qu'on est un petit peu différent de ce qui se passe d'une manière générale hein, dans l'environnement universitaire. C'est qu'on est convaincu de l'intérêt de cette réactivité de notre part. Et aussi, on se dit qu'on peut construire ensemble des choses et on sera conjointement plus fort parce qu'on a intérêt à travailler ensemble. On a besoin, en fait, de l'expertise qui est différente en face. C'est très nouveau, hein, Patrick. Hein. C'est une vraie ouverture de l'université vers le monde entrepreneurial. Donc il faut vraiment saisir cette chance. Et pardon, pour compléter, permettez que je me présente, Benjamin Guimond, je m'occupe de tout ce qui est relations entreprises. Et le partenariat peut se faire effectivement au niveau de la formation, comme vient de l'expliquer Cornel, mais ce peut être aussi des interventions plus ponctuelles et un apport d'expertise. Ce peut être des étudiants qui sont dans nos formations et qui interviennent ponctuellement dans le cadre d'un stage où on évoquait tout à l'heure les thèses CIFRE. Donc ce sont des étudiants qui peuvent venir dans le cadre d'un projet de recherche sur plusieurs années, vous apporter une expertise sur un sujet bien précis. Et puis ce peut être aussi le laboratoire qui, dans le cadre d'un projet multipartenaire, qui peut là aussi apporter son expertise, sa grille de lecture et compléter et vous apporter ceci. Ça veut dire, Benjamin, pour parler concrètement, que les cabinets 2030 que nous commençons à mettre en place, hein, il y a un maire d'une région parisienne qui est ici, Jean-Pierre, nous pourrions très bien avoir, à un moment ou à un autre, ça peut faire l'objet d'une recherche et d'une communication sur ce qui va se passer. Tout à fait. De manière à ce qu'on puisse avoir une évaluation du travail qui a été fait. Exact, c'est ça. D'accord. Et justement, sur ce point-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat d'une histoire de 30 ans de notre laboratoire qui a pour particularité cette capacité d'analyser des mécanismes à l'échelle des territoires, ce qu'on appelle mésoéconomique. Et donc c'est aussi ça notre singularité, et ça peut répondre effectivement à votre question. Oui, parce que c'est très bien, nous on a forcément une démarche qui est très pragmatique, et c'est très bien derrière que l'université puisse venir théoriser le travail qui a été fait. Franck. Oui, donc Franck de Wilder, je préside les spécialistes CSMF. J'ai un mot et quelques petites questions. Le mot, c'est merci. Merci parce que vous ouvrez un champ nouveau pour nous les médecins. Les médecins, en France tout au moins, c'est une singularité française. Nos voisins belges ont dans leur cursus de formation une formation aux économies de la santé. Moi, je me souviens avoir participé au sein d'un think tank à Paris à une réunion où venait un de vos confrères, enseignants d'économie, et qui expliquait quel était le cursus de formation de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle pour les étudiants en médecine en Belgique. Nous, rien. On met 12 ans pour former un médecin et ce médecin, une fois que... Et quel que soit son devenir, que ce médecin aille dans l'exercice libéral où il devient chef d'entreprise, ou que ce médecin reste à l'hôpital, où aujourd'hui on lui demande de gérer un département. Donc finalement, il gère un bout de l'entreprise dans un grand machin qui s'appelle l'hôpital public, sans en avoir jamais eu les moindres compétences ou l'enseignement des moindres compétences. Et face à lui, et c'est vrai à l'hôpital, mais pour nous libéraux c'est encore plus vrai, face à nous, on a une technostructure qui, elle, a reçu cette formation, et qui en plus a un certain nombre de prérequis ou d'idées reçues sur notre exercice. Donc le mot c'est merci. Après, j'ai des petites questions techniques que vous puissiez me repréciser. À qui ça s'adresse, donc à tous, jeunes et moins jeunes, médecins et autres. J'entendais bien le mot métissage d'Olivier Collin.
Est-ce que c'est en présentiel ou en distanciel? Poitiers, c'est bien, mais pour le champenois que je suis, c'est pas facile de quitter les bulles pour venir jusqu'à vous. D'abord, parce que c'est difficile de quitter les bulles du Champagne, vous l'imaginez bien. Mais non, sérieusement, géographiquement, c'est pas toujours simple, même si on a fait des progrès pour traverser le territoire dans tous les sens. Où ont lieu les stages? Vous parliez tout à l'heure de la prévention de la dépendance. J'ai participé au sein du groupe Colancy il y a quelques années au travail sur une maison de l'innovation, pas maison de l'innovation comme on le fait aujourd'hui, une maison physique, c'est-à-dire qu'on a construit, et moi j'avais un rôle d'expertise médicale, une maison où on va pouvoir recevoir des personnes âgées dépendantes et avec un certain nombre d'objets connectés qui permet d'aller dans la cabine de téléconsultation, même si c'est décrié aujourd'hui, mais dans sa propre maison pour faire un check-up quotidien parce que ces personnes sont très malades, assurer la prévention des chutes, construire la maison pour qu'ils ne se cassent pas la figure dans la baignoire et j'en passe des meilleurs. Donc on a des lieux de stage finalement un peu partout. Donc ma question c'est à qui? Est-ce que c'est en distanciel parce que ça facilitera l'accès à tous? Est-ce que c'est en distanciel donc à des horaires compatibles avec un exercice libéral parce que la journée on fait de la médecine souvent et est-ce que les stages sont proches de chez soi? En clair, est-ce qu'on peut tout de suite en faire la promotion parce que ça donne envie? Merci de votre question. Donc, pour poser un peu les choses, donc effectivement, la formation qu'on va ouvrir en septembre 2022, c'est une formation un peu standard, hein, donc un master à l'université, même si effectivement il est très très ouverte au monde de l'entreprise. Mais on est sur un parcours un peu standard, hein, ce sont des étudiants qui s'inscrivent en présentiel dans nos formations. Donc ça, c'est le cadre standard. Et à partir de ce cadre standard, c'est à nous de construire des parcours un peu à la carte. Et ce qu'on disait tout à l'heure, soit dans un premier temps, on peut imaginer des modules de formation qui peuvent être suivis éventuellement aussi à distance, cette fois-ci sans diplomation, parce que le dispositif ne permet pas pour l'instant de diplômer à très court terme. Et c'est pour ça qu'on peut se diriger rapidement, dans un deuxième temps, mais rapidement, vers la création d'un diplôme universitaire, un DU. Et dans ce cas, on va construire ensemble une formation à la carte qui repose bien évidemment sur l'objet du master initial. Hein. On pourra ajuster et puis utiliser un certain nombre de modules seulement pour créer cette formation ensemble en fonction de vos besoins. Et dans ce cas-là, on peut bien évidemment pouvoir envisager de faire des modules à distance, par exemple, pour qu'ils puissent être accédés facilement par tout le monde, quelle que soit leur résidence administrative. Et après, sur les stages, hein, bien évidemment, c'est le DU peut-être qu'il n'a pas forcément besoin et vocation à proposer des stages, parce que naturellement, les personnes qui vont intégrer cette formation sont déjà des praticiens. Donc c'est plutôt une connaissance et une complémentarité sur des mécanismes, sur des connaissances plus académiques en tout cas qui viennent chercher. Mais pour les stages, pour la formation de master, donc effectivement vous avez évoqué, on travaille beaucoup sur les assurances, sur les associations d'aide à la personne. On peut aussi imaginer éventuellement des stages dans des maisons de santé. Donc il y a un périmètre très large hein, sur les lieux de stage. J'espère avoir répondu, mais après on peut bien évidemment discuter plus en détail hein, si vous voulez. Oui, le DU, il faut je sais pas, je vous laisse, vous êtes l'universitaire et moi le médecin libéral, mais y rajouter à terme un I pour en faire un diplomataire universitaire, un DIU, dont finalement le pilote est votre université, parce que vous êtes le moteur, et merci infiniment de l'être. Et puis après, de faire des petits dans les différentes universités qui y participent, et ça donne à tout à chacun l'occasion de pouvoir mettre le pied dans ce qui nous manque, nous, médecins, cruellement, c'est les bases de la formation de l'entreprise, finalement. On l'apprend sur le tas. Merci beaucoup d'insister sur ce point, parce que c'était un peu notre point de départ dans cette réflexion sur cette formation. On était persuadé qu'effectivement, il y a un vrai enjeu et un vrai projet à construire. Et c'est aussi plaisant de voir qu'on a la confirmation des personnes qui travaillent sur le terrain sur ces problématiques. Donc, je pense que le besoin, il est là. Et donc, c'est à nous de se mettre ensemble autour d'une table pour le construire, ce projet. On va arrêter parce que je crois qu'il y a déjà des rendez-vous qui doivent ouvrir. Donc nous, on en fera la promotion à travers la MIMS à partir du mois de mars de l'année prochaine, puisque vous savez que nous avons une lettre que nous envoyons à 40 000 médecins tous les mois. Et ce sera l'objet d'une première promotion. Merci. Merci beaucoup. Merci.